J'ai mes petites fiches. Vous avez vu mes petites fiches où tout est à l'envers, c'est normal. J'ai absolument fait exprès. Donc bonjour, c'est Guigui et je suis là pour vous parler de ma série préférée Twin Peaks, bien sûr, mais pas seulement. Car il faut aussi parler de l'un de ses créateurs qui nous a quittés il y a pile une année et un jour, au moment de cette table ronde. Et pour en parler, je ne suis pas seule puisque je suis accompagnée par Manu. Bonsoir. Voilà, bonsoir Manu. Étant donné que cette table ronde est un peu un crossover entre ma chaîne YouTube et Le Coin Pop, le podcast du Coin Pop, et Manu est aussi là donc pour représenter l'un de nos partenaires, le podcast Pic Cinéma. Donc bonjour Manu, rebonjour. Voilà. Et une autre représentante de Pic Cinéma, et pas des moindres, avec Vesper, youtubeuse et intervenante dans une multitude de podcasts pour distiller ses analyses, mais également son immense bonne humeur qui ne dénotera pas une seule seconde avec un épisode de Twin Peaks. Bonjour Vesper. Bonsoir, je crois qu'on a besoin de bonne humeur ce soir. C'est vrai, là on a besoin un peu qu'on nous remonte le moral, c'est vrai. Et pour que ce panel soit complet ce soir, nous avons également David qui a vécu pendant 10 ans à Vancouver, non loin des différents lieux de tournage de X-Files, évidemment, tout le monde le sait, et qui n'était qu'à 2h30 de route de la région de Snoqualmie et plus particulièrement de la ville de North Bend, l'un des lieux mythiques du tournage de Twin Peaks où il est allé également faire des pèlerinages. Donc justement, tu étais aussi pendant le tournage de The Return. Tu vas nous en parler, David. Bonjour David. Bonsoir Mess. Et donc, plutôt que faire encore une analyse, on va plutôt se demander pourquoi on aime le travail de David Lynch, avec un focus donc particulièrement sur Twin Peaks, parce que c'est vrai que souvent, quand on parle de David Lynch et de Twin Peaks en particulier, c'est quand même un peu obscur, entre guillemets, on a toujours le besoin, l'envie de comprendre, et forcément, quand on parle de ça, on a ce besoin de, justement, transmettre une analyse. Bah là, c'est pas trop ce qu'on va faire ce soir. On va plutôt parler de ce qu'on aime bien. Parce que c'est ça qu'on oublie toujours de dire. Mais oui, David Lynch, Twin Peaks, c'est bien pour d'autres raisons. C'est pas bien parce que c'est que mystérieux et qu'il y a des choses à découvrir. C'est aussi bien pour tout un tas de raisons. Et c'est ça dont j'aimerais donc parler avec vous. Et d'ailleurs, justement, à propos d'analyse, sur la carte que vous avez eue, il y a un QR code. Et ce QR code mène justement à des vidéos d'analyse. Donc voilà, si vous voulez compléter tout ça, en repartant chez vous, tout est lié. Et donc justement, on va commencer directement avec chacune. Comment vous avez découvert David Lynch et particulièrement Twin Peaks? On va commencer avec toi, Manu. Waouh. David Lynch, ça fait longtemps parce que je pense que le premier film que j'ai vu, c'était vers 15 ans, c'était Mulholland Drive, que j'avais découvert sur Canal+ avec le documentaire après qui faisait les 7 clés pour comprendre Mulholland Drive parce que personne n'avait compris Mulholland Drive et c'est toujours un peu le cas aujourd'hui. Mais j'avais vu en l'occurrence un bout de Firewalk With Me sur Arte et sinon Sailor et Lula que j'ai acheté en DVD assez rapidement après Mulholland Drive. Mais j'ai découvert Twin Peaks par contre à cause d'un monsieur qui à l'époque avait un peu plus de cheveux, je crois. Je crois pas, non. Qui me harcelait sur internet à l'époque où j'étais sur des sites internet et où Guigui me lisait régulièrement et me disait mais il faut que tu mettes Twin Peaks quand même. Et du coup, au final, j'ai pas eu les 25 ans d'attente puisque j'ai dû regarder 1 ou 2 ans, enfin 1 an et demi, 2 ans avant la saison 3. Et ce fut une grande découverte parce que j'avais déjà beaucoup d'amour pour David Lynch, mais j'avais pas tout vu. Et ça m'a donné envie de tout voir en l'occurrence. Ouais, bah ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, justement, il y a des personnes ici que j'ai un peu obligé aussi, entre guillemets, à regarder Twin Peaks, notamment avec Arte.tv qui a balancé les épisodes. Est-ce que vous êtes dans la salle? Vous levez la main. Voilà. Donc vous avez bingé un peu et du coup, est-ce que vous avez aimé le film? Levez la main si vous avez aimé le film. Voilà, super. Ça fait plaisir. Et toi, Vesper? J'ai commencé à voir Dune, mais parce que c'était Dune, plus que parce que c'était un film de David Lynch. Il y a plusieurs années, quand j'étais au lycée, et justement, je me sentais pas trop légitime d'être à cette table d'érudites ce soir, car David Lynch, je me suis mise de manière un peu sérieuse, malheureusement, après son décès l'an dernier. Twin Peaks, j'avais déjà commencé plusieurs fois le pilote, mais je pense qu'il y a des fois on a des moments dans notre vie où c'est des rencontres, voilà, et c'est ce qui s'est passé avec Twin Peaks. Je pense que j'avais peut-être pas la maturité émotionnelle et tout ce qu'elle avait pour accrocher, et quand j'ai relancé pour la 3e fois l'an dernier, ça a été un coup de cœur intense. J'avais déjà vu avant ça Sailor et Lula et Stress Story qu'on avait fait pour Pic Cinéma justement. Super podcast, je vous invite à l'écouter d'ailleurs. qui était une très belle découverte. Et Arrête, je l'ai pas fait ce film en plus, parce que mon ordi a lâché. Ah oui, mince. C'est dramatique. Et c'est vrai que
enfin comment dire, quand j'étais plus jeune, comme il y avait cette espèce de réputation de David Lynch, c'est cérébral et c'est mystérieux et personne n'y comprend rien. Je pense que ça m'a un peu impressionné et ça a aussi repoussé, je pense, l'échéance de mon premier film de David Lynch que je regarde parce que c'est David Lynch. Et ouais, je pense que ça me faisait peut-être un peu peur et bah voilà, l'alignement des planètes et le fait peut-être que tout le monde était un peu forcément en train de parler de son œuvre l'an dernier, de faire son deuil. Je me suis dit que c'était le moment et bah voilà, je ne suis plus la même depuis. Mais en tout cas, ouais, moi, ça m'intéressait d'avoir ton opinion parce que justement, il y a beaucoup de jeunes téléspectateurs et téléspectatrices qui ont découvert Twin Peaks. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas eu le gap des 25 ans, enfin plutôt des 26-27 ans. Mais ils ont accroché. Moi, je vois énormément de jeunes qui accrochent et que c'est d'une série finalement qui reste encore vraiment pas intemporelle forcément, mais en tout cas qui nous parle encore déjà à notre époque. Et c'est ça que je trouve qui est vraiment et que du coup tu incarnes plutôt bien. Et du coup là, je me tournais vers une autre époque, on va dire. Merci. David qui... Team 25 ans. Voilà, qui toi par contre, tu es un fan de la première heure. Et du coup, comment tu as découvert David Lynch et Twin Peaks ? David Lynch, en toute honnêteté, ça devait être par Elephant Man, qui passait régulièrement dans les années 80, le dimanche soir. Et puis par Dune, par un camarade de collège, pour qui c'était le film culte. Et à chaque fois que j'allais chez lui, je me tapais Dune. C'est peut-être pour ça que c'est pas resté un ami proche au fil du temps, mais bon. Mais la première fois où vraiment j'ai pris conscience et j'ai découvert David Lynch en tant que réalisateur et ce qu'est David Lynch, c'est vraiment Twin Peaks. Mystère à Twin Peaks plutôt, comme on disait à l'époque. Oui. C'est ça. Donc ça passait sur la 5e chaîne à l'époque où il y avait, je ne sais même pas s'il y en avait déjà 6. Mais il y avait M6 déjà. Il y en avait 6, ouais, ok. Et c'était des choses... j'ai vraiment été absorbé par cet univers. Et je me souviens, je faisais enregistrer les épisodes parce que ça passait le vendredi soir, je ne pouvais pas regarder, mais ça repassait le mardi après-midi, en plein milieu de l'après-midi. Je faisais enregistrer ça à ma grand-mère. Et à chaque fois, j'avais semaine après semaine, j'avais les mêmes réflexions. C'est bizarre ton truc quand même. Et ce qui était un petit peu frustrant, mais je ne le savais pas encore, c'est qu'il y a des épisodes que je n'ai pas vus parce qu'à la place, elle enregistrait la 3, elle enregistrait Derrick ou elle enregistrait Les Feux de l'amour ou je ne sais quoi. Donc c'était une époque vraiment bénie, en fait, cette découverte, parce que c'est là, non seulement j'ai pris connaissance de David Lynch en tant que réalisateur, mais c'est là que j'ai compris ce que c'était un réalisateur, en fait. Parce que quand on parlait des films, on citait l'acteur. C'est le film de Delon, c'est le film de machin, c'est le film de truc. Mais là, c'est quelque chose qui m'a poussé à aller au-delà. Et on va en parler un petit peu plus tard, mais effectivement, j'ai été bien au-delà que juste un visionnement. En effet. Alors du coup, justement, moi, je voulais faire un petit point sur l'écriture, sur le scénario, parce que, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, alors j'imagine que dans la salle, beaucoup de personnes savent beaucoup de choses sur Twin Peaks, mais du coup, à la base, le film Twin Peaks a fait suite donc à la série qui a été annulée abruptement par ABC à l'issue de sa saison 2, et du coup, pour rattraper un peu le coup, entre guillemets, ils ont décidé de faire, en tout cas David Lynch et Mark Frost, la production, ont décidé de faire une suite en trilogie de films. Simplement, il y a eu une petite mésentente entre David Lynch et Mark Frost, c'est-à-dire que Mark Frost, lui, voulait plutôt parler de la suite de la saison 2, ce qu'ils feront un petit peu finalement dans les scènes qui sont coupées quelque part. Et David Lynch, lui, était plutôt intéressé par ce qui se passe avant. Il voulait faire une préquelle, donc raconter la mort de Laura Palmer. Et ce qui fait que finalement, Mark Frost n'a pas écrit le scénario avec David Lynch. À la place, c'est Robert Eggers qui l'a fait, donc quelqu'un qui avait une petite carrière, qui a fait Un flic de la mafia de Stephen G. Cannell. Je ne sais pas s'il y a des gens, des amateurs dans la salle de cette série qui était vraiment pas mal. Il a surtout fait donc Twin Peaks, donc il a écrit des épisodes. Et il a bossé avec Lynch et Frost sur On the Air, leur autre série qui est plutôt par contre beaucoup plus oubliable, on va pas se le cacher. Et il a travaillé sur Sequest, Police des mers. Je ne sais pas si des gens s'en souviennent encore. Et par contre, j'espère que des gens ont oublié qu'il a la série Andromeda, sur laquelle il a travaillé aussi, parce que c'était plutôt nul. Voilà, donc en fait, il a plutôt quasiment fait sa carrière principalement sur Twin Peaks. Et c'est ça que je trouve qui est pas mal, c'est qu'il a oublié aucun élément de choses dont on parle dans la série et qu'il a remis dans le scénario, ce qui fait qu'on a vraiment un tout cohérent et complémentaire, quoi. C'est pour ça qu'on a vraiment... Twin Peaks, pour moi, c'est vraiment une œuvre transmédia pur jus, c'est-à-dire qu'on a la série télé, il y a eu les romans,
le roman Le Journal secret de Laura Palmer, qu'on voit dans le film, mais aussi dans la série, existe et on a pu le lire entre la saison 1 et 2 à l'époque. Et aussi l'autobiographie de Dale Cooper, mais ça c'est un peu plus anecdotique. Et donc le film et ensuite d'autres livres et la saison 3 de Twin Peaks. Donc c'est vraiment une œuvre qui est à la fois cinématographique, littéraire et sérielle. Et donc voilà, c'est ce qui en fait, je pense, une œuvre aussi pointue par rapport à ça. Et donc on va revenir à Twin Peaks et particulièrement à Firewalk With Me. Comment vous avez découvert le film et surtout qu'est-ce que vous en avez pensé la première fois que vous l'avez vu, Manu? Bah moi, j'avais un peu découvert le film avant, mais du coup, sans avoir vu la série jadis quand j'étais très jeune. Du coup, on en parlait un peu en mangeant. J'avais globalement oublié le film. Mais en matant la série, je pense que ça avait infusé dans mon cerveau et ça m'a permis de savoir assez tôt le tueur de rôle de Laura Palmer. J'avais dû le garder en mémoire. Mais le film, ma découverte, je l'ai maté quand tu m'as poussé à mater la série. J'ai fait ça dans le bon ordre. Donc j'ai fait la série puis le film. C'est comme ça qu'il faut faire. Et ça a été une grosse claque parce que la série, les 2 premières saisons, je les adore, mais pour des raisons différentes. Je suis tombé amoureux de la série sur Dale Cooper, mais vraiment, le moment où j'ai accroché, c'est la scène de Garland qui explique son rêve à Bobby. C'est là où vraiment, sentimentalement, j'ai capté un petit peu l'âme de la série et ça se propage jusqu'à la fin. On est jusqu'au discours de Annie. Alors que c'est pas un épisode qui fait partie de la bonne période. Non, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Oui, en effet, c'est une scène qui est en relief de tout ça et qui, t'as raison, c'est un peu l'âme de la série. Je suis et puis même, maintenant, je rigole beaucoup de James, de l'arc James. Que je déteste. Mais, attendez. Qui aime James dans la salle? Est-ce que vous avez toujours trouvé que James était cool? Il y a des gens qui mentent. Ça, c'est que vous avez été gaslighté par la saison 3. Il n'y a pas d'autre explication possible. Parce qu'en vrai, moi, je vois James et il y a You and Me qui se lance dans ma tête. Et c'est compliqué. Je trouve ça très cringe. Et je le déteste profondément. Mais du coup, c'est plus chiant en revisionnage. Au premier visionnage, j'ai tout accepté. Mais la découverte du film, c'est vraiment à l'opposé de la série. C'est-à-dire que la série, elle crée une sorte de silhouette de ce qu'est Laura Palmer, un peu contradictoire, avec des facettes contradictoires. Le film nous plonge dans Laura Palmer et c'est à la fois violent et magnifique parce qu'on arrive à comprendre le personnage, à comprendre justement ses contradictions et d'une façon qui est assez traumatique. Et en fait, j'ai juste beaucoup d'empathie pour le personnage. Moi, je pleure. Tout à l'heure, j'ai eu le marqueur tout à l'heure. Je pleure dès le gobble parce que les dialogues sont drôles, mais les yeux de Laura Palmer sont pleins de sens, quoi. Donc à chaque revisionnage, en plus, c'est pire. Et vraiment, je rigolais en début de semaine sur un podcast de Pic Cinéma en disant il y a des gens, leur kink, c'est les films qui les rendent misérables. Et en fait, Firewalk With Me, ça me rend un peu misérable, mais d'une belle façon, parce que j'arrive à trouver de l'espoir dans le film, jusque dans la dernière scène de Laura. Et c'est ce qui fait que j'accroche énormément émotionnellement. Et après, en plus de tout ça, il y a cette première demi-heure qui me fait mourir de rire. À chaque fois, la scène du bureau du shérif, je meurs de rire parce que t'en parleras sûrement, David, mais le côté négatif, en effet, de Twin Peaks, la série, est très drôle. On a des personnages qu'on ne reverra jamais et qui sont incroyables. Kiefer Sutherland et Chris Isaac, je les porte dans mon cœur, alors que vraiment, on les voit 20 minutes, quoi. Et derrière, d'un seul coup, il y a un pop et le film décide que ça sera trop long à vivre, mais quand même on va le vivre jusqu'au bout. Et les scènes qui sont difficiles dans la série sont refaites en pire. Mais il y a un message beau à la fin. Il y a aussi ce côté parce que j'ai un problème avec la série qui dédouane un peu trop Leland Palmer et Sarah Palmer. Le film rétablit ça. Il donne une cohérence à l'ensemble de l'œuvre. En fait, sans la saison 3, sans les 2 premières saisons, même sans la deuxième partie de deuxième saison ou sans le film, quoi qu'on enlève, c'est plutôt une Peaks. Et j'adore ça, en fait, dans la série, ce côté, cette cohésion de facettes multiples et contradictoires, mais qui fonctionnent parfaitement. Et on en parlait, parce que je sais que Mathieu, qui est dans la salle, il avait cette appréhension de Lynch, de cette vision que tu mentionnais un petit peu, imperméable, mais surtout peut-être un peu froide
d'un point de vue sentimental, et c'est en fait tout le contraire. C'est-à-dire que la plupart de ces films, ils sont tirés de ces sentiments profonds, et ça se sent, quoi. Ouais, on sent qu'il y a vraiment énormément de David Lynch dans ses films. D'ailleurs, c'est pas pour rien que quelque part, Gordon Cole est un des premiers personnages qui apparaît vraiment dans le film. Donc, c'est le premier visage qu'on voit vraiment, c'est celui de Gordon Cole, donc, qui est joué par David Lynch. Donc, c'est vrai que, et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que dans la saison 3, il est extrêmement présent. On sent qu'il a aussi ce besoin d'incarner de Twin Peaks, parce qu'il en a parlé. C'est vrai que quand on était fan dans les années 90 et qu'on a scruté chaque rumeur de reprise de Twin Peaks, ça devait être un film, ça devait être un téléfilm, une série de téléfilms, enfin ça devait être tout un tas de trucs. À chaque fois, on a eu le cœur qui bat, et quand en 2014, il y a le Blu-ray qui est sorti, et il y a une saison 3, moi j'y croyais pas, quoi. J'y croyais pas, donc ça fait vraiment plaisir. Et puis on a parlé sur Mangeant tout à l'heure, j'adore à chaque visionnage la fin du générique, le symbolisme de la fin du générique il ressort sur une télé qui est éclatée directement, et de ce que ça comporte dans l'histoire de la production du film et de la série. Bah oui, c'est ultra méta. Et c'est juste peut-être le symbole le plus puissant d'un point de vue méta du film, et c'est placé au début, et voilà, Ouais, après c'est les sentiments. Exactement. Et toi, Vesper ? Oui, j'ai découvert le film dans la suite de mon visionnage l'an dernier de la série. D'ailleurs, visionnage de la série, quand même, je tiens à remercier. J'ai été accompagnée psychologiquement et comment dire, elle dit accompagnée, on pourrait dire pressée. Non, mais voilà, par Luc de Pic Cinéma, et Manu et Guigui, et David aussi, mine de rien, qui m'a très gentiment fait parvenir des livres sur Twin Peaks. Et c'est vrai que c'était assez... ça a vraiment rajouté quelque chose à mon visionnage, déjà parce que quand je vois Twin Peaks, j'ai envie de parler de Twin Peaks. Je pense que je ne suis pas la seule, du coup. Et d'avoir à la fois... En fait, d'habitude, on regarde une œuvre et on en parle, et on passe à autre chose. Mais en fait, en plus, comme c'était une série, que c'était au long cours, vous avez vraiment eu des vrais rôles d'accompagnant, et à la fois de ne pas me spoiler, mais de m'expliquer un peu certaines choses en me laissant réfléchir sur d'autres sans trop m'en dire. C'était vraiment formidable. Pour le coup, j'ai vraiment adoré. Ça a rendu ça encore plus beau, et ça m'a aidé encore plus à apprécier ce que je voyais. Ça ne m'a pas évidemment empêché d'être absolument horrifiée quand j'ai découvert Firewalk With Me, pour revenir au film, donc que je n'ai vu donc qu'une fois l'an dernier, que j'appréhendais un peu de voir sur le grand écran. Et effectivement, c'est vrai que quand le film se termine, on a un peu envie, de prendre une douche, et de regarder, je sais pas, les tuches, un truc pour un peu se rappeler que la joie de vivre existe. Et là, tu lances Evangelion. Et là, oui. super bon choix. Dis-toi qu'Evangelion, c'était mon Twin Peaks il y a 2 ans avant. Donc vraiment, j'ai fait mon run dépressif que j'ai pas fait au lycée, je l'ai fait là. Donc là, c'est bon. Et ouais, c'était... En fait, il y a même les moments les plus traumatisants, j'ai l'impression de les avoir un peu oubliés et de me les être repris un peu dans la poire là. Je pense que c'est un mécanisme de défense aussi, peut-être. Mais le film, c'est ça, le film est... T'as pas tout oublié, parce que j'ai vu ta réaction avant la scène du lavage de main. Oui, ouais, le lavage de main, c'est vraiment une des c'est pires le moment scènes. où ça part en vrille. Ouais. En fait, si on retire les scènes explicites, dirons-nous, c'est vraiment le moment pour moi où le film bascule. Et c'est vrai que quand elle s'installe à table, je sais que ça va être la scène du lavage de main, et ça me glace le sang à chaque fois. Et j'avais, on en parlait tout à l'heure, j'avais eu un commentaire Letterboxd qui disait Laura Palmer a plus souffert que Jésus. Et c'est vraiment ça. C'est de retracer vraiment les 7 derniers jours de Laura Palmer, comme il est écrit sur ta très belle cassette. C'est à la fois trop, et à la fois... C'est prenant, quoi. C'est vraiment... c'est pas un film que je regarderais tous les jours. Et de l'autre côté, c'est un film qui m'a instantanément marqué, et qui aura toujours une place vraiment spéciale. D'ailleurs, on a senti dans la salle un peu, justement, une atmosphère à certaines scènes, qu'effectivement, les gens étaient un peu tendus. Et d'ailleurs, j'ai fait gaffe quand même, je tendais l'oreille, et j'entendais, il y a des gens dans la salle
qui récitait les paroles. Possible. Donc voilà, je me suis dit, Un peu Manu déjà. il y a des passages clés où effectivement les gens le connaissent peut-être pas par cœur, mais en tout cas il y a des passages effectivement qui sont extrêmement marquants et qui fait que les gens sont vraiment investis dedans. Et toi, David, du coup, quand est-ce que tu as été au Festival de Cannes pour voir le film? Non, j'ai pas été au Festival de Cannes. Non, mais par contre, j'ai eu la chance de découvrir le film en salle en 92, à l'été 92, parce qu'il n'est pas arrivé tout de suite dans mon petit cinéma de province, enfin de banlieue plutôt, parce que c'était la banlieue parisienne. Et il est resté qu'une semaine à l'affiche, mais par contre, en une semaine... Pardon ? Tu l'as vu 7 fois, du coup ? Une douzaine de fois. Une douzaine de fois, mais il y a une raison aussi là-dedans. Il y avait 3 séances par jour, j'allais aux 2 séances de l'après-midi, en gros. Mais en gros, ce film-là, il est important. C'est pas mon film préféré, mais c'est le film qui est le plus important pour moi. Parce que c'est un film qui m'a sauvé la vie. Et c'est vraiment premier degré que je dis ça. Parce que c'est un film qui m'a fait réaliser que quand tu vis dans un foyer toxique, il y a une porte de sortie. Et il faut prendre cette porte de sortie avant qu'il se passe quelque chose, avant qu'il soit trop tard. Et ça a été comme un déclic pour moi. J'avais 15 ans. Je me suis dit, j'ai plus que 3 ans à tirer. Et ce film-là, je me suis vraiment identifié à Laura Palmer, mais à fond. Évidemment, un peu moins blonde, un peu moins de drogue. Mais c'est quelque chose que j'ai pris vraiment en pleine face. Je l'attendais, ce film. Je ne m'attendais pas à ça. Mais c'est quelque chose qui m'a forgé, quoi. Et je lui suis vraiment reconnaissant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vraiment le film, pour moi, qui compte le plus. Et à chaque fois que je le vois, j'ai une sorte de préparation mentale avant de le voir. D'autant plus quand c'est en salle. Mais c'est quelque chose que j'accueille vraiment avec joie et bonheur. Parce que comme disait Manu, c'est tellement sombre, c'est une descente aux enfers. On ne sait pas si elle a souffert plus que Jésus, mais au moins elle, on a la preuve, tu vois. Et il y a quand même cette lueur d'espoir, d'optimisme. C'est fini maintenant. Tout va bien. T'es mieux là où t'es maintenant. Et pour certains, justement, il y a un mieux qui est possible d'atteindre avant qu'il soit trop tard. Donc pour moi, c'est ça, ce film. C'est vraiment... Ok, merci pour ton témoignage. Moi, en ce qui me concerne, c'est un film que j'ai vu pas du tout comme il fallait. C'est-à-dire que moi, j'ai peur de l'anecdote. Oui, j'ai une petite anecdote, mais c'est pas ce que tu crois. Laisse-moi finir. Il y a une historique d'anecdote avec Guigui, il faut le savoir. Non, ceux qui savent ça. Il y a un passif. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, cette anecdote-là, elle est particulière parce que, et justement, elle est très lynchienne quelque part, parce que j'ai découvert la série sur Série Club, donc c'était maintenant, il y a presque 30 ans. Et j'étais tellement à fond dans Twin Peaks, donc il y a un épisode par semaine, évidemment, il fallait enregistrer sur la VHS, je n'étais pas forcément devant la télévision aux heures où ça passait. Et il y avait cette cassette qui me hantait aussi à la Fnac de Metz. J'y allais de temps en temps. Et à chaque fois, je la voyais, c'était la dernière qui restait. Je me dis, mais on est en 97, donc ça fait 5 ans qu'elle est là. C'est la dernière cassette, elle est toujours... Et moi, je la mettais au fond, je la cachais pour que personne ne l'achète. Et en plus, je voyais qu'elle était en version originale sous-titrée, donc c'était parfait, parce que c'était comme ça que je regardais la série. Et donc, je l'ai achetée. À un moment donné, j'ai eu assez d'argent pour l'acheter. Il faut que les gens sachent que c'est un respect incroyable, parce que tu ne regardes rien en VOST. Ah si, je regarde plein de trucs, mais j'aime bien la VF. J'aime bien la VF, c'est vrai. Mais en fait, la VF de Twin Peaks, tout le monde le sait, elle n'est pas très bien. La VO, elle est vraiment... s'il faut la regarder en VO, c'est obligatoire. Et en fait, je m'étais acheté cette cassette-là et je la regarderai plus tard. Et aussi, parce que je savais que dans le film, on savait qu'il y avait tué Laura Palmer. Et encore à l'époque, la série avait cette réputation de ne pas avoir de fin et qu'on ne savait pas qu'il avait tué Laura Palmer. Donc en fait, parce qu'il y avait des journalistes à l'époque qui n'avaient pas forcément regardé la série complètement et qui avaient écrit des articles tout pourris et ça avait donné une fausse... GPT avant l'heure. Exactement, une fausse rumeur sur la série. Et donc, je m'étais dit, voilà, je la regarderai quand j'aurai terminé la série. Et donc, au 8e épisode de la saison 2, donc là où on apprend que c'est Leland, le meurtrier, déjà, j'y croyais pas. Je me suis dit, c'est pas possible. J'ai dû attendre donc 2 épisodes plus tard jusqu'à ce que ce soit vraiment terminé. Et là, je me suis dit, bon, là, je ne peux pas tenir. Je ne peux pas attendre une semaine. Je dois regarder le film. De toute façon, c'est pas grave. Je sais aucune incidence. Bon, bien sûr, je ne savais pas qu'il y aurait le final de la saison 2, évidemment. Mais du coup, c'était pas plus mal parce que voir les Dale Cooper... Mais t'as vu Annie, t'as fait
Et oui, exactement. C'est qui J'ai vu Annie dans le lit de Laura, je me suis dit, mais qui est cette personne? J'ai raté quelque chose, qu'est-ce que c'est que cette robe? Enfin bref. Mais quelque part, c'est pas grave parce qu'on se demande est-ce que c'est le présent, est-ce que c'est le passé, est-ce que c'est le futur. Donc, et quelque part, j'étais un petit peu Scène qui n'est pas dans à le la film. fois Laura, j'étais à la fois surtout Dale Cooper. Et voilà. Donc, quand j'ai enfin découvert le final de la saison 2, du coup, tout s'est éclairé par rapport au film. Et je me suis dit, ouais, c'est vraiment fantastique. Donc, du coup, même si on regarde les choses un peu dans le désordre, quelque part, c'est pas grave. Parce que quelque part, Twin Peaks est aussi Mais c'est fait comme pour être vu dans le spoiler désordre. Twin Peaks, c'est pas grave parce que Exactement. ça se vit Twin Peaks. Oui, parce que même si on ça sait... se spoil pas. Oui, parce que toi, tu savais, du coup. Mais où t'avais oublié? Je pense que j'avais oublié sans oublier. C'est-à-dire que ça m'était sorti de la tête, mais comme je l'ai deviné avant, je pense c'était toujours là et c'est juste les indices étaient là. Quoi. Mais c'est vrai que l'œuvre est tellement puissante qu'effectivement, en effet, peu importe d'être spoilé, c'est pas grave. À partir du moment où on passe un bon moment, tout va bien, quoi. Donc on va passer à la suite. Qu'est-ce qui fait, selon vous, le succès de Lynch et qu'est-ce qui vous touche personnellement? Et est-ce que, à votre avis, les raisons du succès de Lynch auprès de son public et de ce qui vous touche sont des choses identiques? Non. Non? Vas-y, dis-moi. Non, je pense qu'il y a la partie télérama du truc qui aime la branlette intellectuelle de pas comprendre et la partie qui est touchée par les sentiments qui sont mis dans ces films en fait. Et je pense que les gens qui expérimentent ça sont plus sincères que Télérama dans ma tête. Mais alors c'est très caricatural, mais j'ai vraiment l'impression, j'ai l'impression de vivre la cinéphilie avec le côté fan de Lynch de ces deux façons-là, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont fans de Lynch parce que Lynch, on est censé être fan de lui quand on aime le cinéma, quoi. Ouais. Mais c'est comme un passage obligé, quoi. En vrai, quand tu regardes son cinéma, même sans comprendre, t'es touché, ou t'es au moins perturbé. Et je pense que c'est ça le plus important en fait, c'est savoir ce que ça provoque chez toi. Et quand tu regardes des Eraserhead, tu le comprends peut-être pas forcément la première fois, même si c'est pas le plus difficile à comprendre parce que c'est plutôt didactique. Mais tu peux voir Eraserhead à 15 ans et puis 15 ans plus tard, t'es père, tu vois, tu remets Eraserhead et c'est plus le même film. Et il y a ça avec tous ces films en fait, à part peut-être une histoire vraie qui est déjà directement, tu sais de quoi ça parle, quoi. Mais et encore. T'as pas forcément eu des conflits fraternels encore ou des choses voilà, comme ça. c'est ça. Quand on sera à ce stade-là de nos vies, qu'on sera sur des tracteurs. En fait, c'est un cinéma qui, pour moi, est profondément ancré dans des sentiments et dans les conflits que peuvent amener ces sentiments sur nos vies, sur nos relations. Et peu importe si on comprend pas forcément le symbolisme utilisé derrière, en fait. Visuellement, viscéralement, il y a quelque chose. On sent qu'il y a quelque chose, quoi. Et toi, Vesper? Oui, un peu comme Manu pour le coup. En fait, je pense que ça dépend aussi de... En fait, certaines personnes n'aiment pas toute la filmographie, par exemple, de David Lynch. Il y a des personnes... J'ai l'impression que personne n'aime du coup Inland Empire, à part moi. Mais... Oui, j'avoue que je ne suis pas super fan de Inland Empire, mais ça, c'est encore autre chose. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même plusieurs teams de ceux qui vont aimer vraiment plutôt Elephant Man, ou d'autres, ce type d'œuvre, et les Mulholland Drive, Inland Empire Zoos de l'autre côté. Et parce que ça, même si tout se rejoint, parce que tout fait sens une fois qu'on a la big picture, comme on dit, ça fait quand même appel à des choses un peu différentes. Donc je peux... t'as des niveaux de nihilisme différents. Exactement. Donc je peux comprendre que... Voilà, les gens qui aiment bien un peu En fait, si t'aimes bien juste creuser la tête, tu peux apprécier l'œuvre de Lynch, mais pour moi, tu passes à côté. Car c'est pas le point... Voilà, comme tu disais, le point premier, pour moi, c'est ressentir. Ce que je disais à Mathieu tout à l'heure, c'est-à-dire que l'image du singe, si tu cherches un petit peu, tu comprends, par exemple, de quoi ça vient. C'est le symbole du singe, et puis il est associé au feu, le symbole du singe de feu. Ça crée un cycle de 60 ans dans Twin Peaks, et ça donne des clés. Mais ça t'explique pas Twin Peaks en fait, ça t'explique pas ce que c'est humainement et de quoi ça parle. Oui, et ce qui compte, et surtout dans cette scène-là, justement, le montage de Mary Sweeney, donc la compagne de Lynch, ça a été sa compagne pendant un moment, est super efficace. C'est-à-dire que là, le singe, l'éruption de ce singe, dans ce montage-là, on ressent la terreur, quoi. Une terreur qui est quand même qui est viscérale, mais qui est pas compréhensible. Vu qu'on comprend pas ce qu'on voit, mais qu'on est quand même terrifié. C'est que vraiment, oui, ça nous parle à quelque chose qui est au fond de nous. Et puis ce qui m'intéressait aussi, c'était de voir forcément,
les interviews de David Lynch sont souvent assez célèbres, ou au moins c'est quelques punchlines ou son refus un peu d'expliquer justement ses œuvres par A plus B. Voilà, exactement. Elaborate on that, no. Et c'est vrai que ne serait-ce que de voir la différence entre certains moments qui vont être très sombres de certains de ses films, et après de le voir quand il enregistre ou ses petites vidéos chez lui pendant le Covid, ou ce genre de choses où il est là avec ses lunettes de soleil et qui dit voilà, je porte des lunettes de soleil car le futur est bright, voilà, le futur est brillant. De voir quelqu'un qui souvent quand il prenait la parole dans ce genre d'intervention, en fait, disait des choses qui étaient très belles et très optimistes. Et en fait, moi, c'est plus ça qui m'a touchée, c'est que même dans les moments un peu, voilà, justement de noirceur, il y a quand même des choses très belles à retirer. C'est plus à défaut d'analyser le symbolisme de chaque chose, qui aussi, c'est forcément intéressant une fois qu'on met le doigt dedans dans Twin Peaks. Voilà, on peut écouter de très bons podcasts qui en parlent pendant des heures, mais juste de mélanger toutes ces clés de compréhension et les interviews et l'analyse et son ressenti personnel, je trouve que ça change quand même quelque chose, et ça permet d'avoir un peu l'expérience complète de tout ça. Et pour parler de l'œuvre de quelqu'un qui se base en priorité sur son ressenti, les textures, les sons, le visuel, la musique, c'est d'avoir vraiment comme si on voyait ces films en 4DX, mais dans notre âme. C'est ça, non mais c'est vrai. Et je trouve que ça fait quand même quelque chose, et d'autant plus du coup pour avoir vu quand même une très grande partie sur au final un court laps de temps, quelques mois l'an dernier. Oui, ça me touche, quoi. Moi je comprends d'ailleurs. Il y a un truc dans la partie émotion, mais c'est presque. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu du tout la saison 3 ? Je vais pas spoiler, mais ce que je veux dire, ça spoile pas spécialement, mais il y a un truc spécial avec la saison 3, c'est c'est dans sa relation avec ses acteurs. Il est très proche d'un certain nombre, mais dans la saison 3, il y a un certain nombre de personnes qui sont soit mortes avant la sortie de la série, enfin de la saison, soit mortes pas longtemps après. Et tout le monde le sait, en fait, qu'ils vont mourir, ces acteurs. Et dans la saison 3, il prend pourtant son temps avec ses acteurs, il les fait souffrir. Il y en a un, le personnage de Robert, qui est particulièrement torturé alors qu'il sait qu'il va mourir. On voit tout son amour pour ses acteurs, en fait. Toute sa compassion, et ça se mélange en fait avec les personnages. Oui, les acteurs sont les personnages quelque part. Ouais, et c'est assez spécifique à ça, mais c'est peut-être émotionnellement l'expérience la plus intéressante de la télévision pour moi. En effet, c'est vrai que là, si vous avez été dévasté en partie par le film, il y aura des passages dans la saison 3 qui vont vous dévaster tout autant, pour d'autres raisons, pour d'autres choses. Mais il y a littéralement un personnage qui dit au revoir à un personnage, on sait qu'elle est morte juste après. On va pas en parler, mais oui, c'est très impactant émotionnellement. Déjà parce que effectivement, David Lynch, ce sont des gens qu'il connaît depuis très longtemps. Là, c'est des amis en fait, et là en l'occurrence c'est quelqu'un qu'il connaissait depuis 40 ans, qui a fait quasiment ses débuts avec lui. Et justement, de ce que tu disais, Vesper, c'est que effectivement David Lynch est quelqu'un qui trouvait la beauté et la joie dans ce qu'il y a de plus horrible pour nous donner de l'optimisme. Mais aussi, il grattait ce qu'on nous montrait comme étant de la joie pour nous montrer la noirceur qu'il y avait derrière. Et donc là, clairement, on le voit, et c'est pour ça qu'il y a aussi la télévision qui est cassée. En fait, finalement, quelque part, il se bat contre Hollywood et contre les fausses images d'Épinal, quoi. Même si j'ai rien contre les Vosges, évidemment. Donc voilà, il y a vraiment... Et ce qui fait que, finalement, quelque part, pour moi, la recherche de David Lynch, quelque part, c'est la sincérité. Et c'est pour ça que ça nous touche, je pense, à ce point-là. C'est parce qu'on sent tous et toutes la sincérité de son œuvre et des artistes qui les composent, quoi. Parce qu'il n'y a pas évidemment que David Lynch, c'est simplement il s'est aussi très bien entouré des gens qui ont bien sûr bien réussi à retranscrire ce que lui cherchait à nous partager. Et toi, David, du coup, tu nous en as déjà un petit peu parlé, mais
Alors, à ton avis, qu'est-ce qui te plaît le plus de David Lynch, et est-ce que tu penses que ce qui te plaît est proche de ce qui fait que David Lynch a son succès? C'est pratique de parler en dernier parce que vous avez à peu près tout, j'arrive pas à trouver le mot, summarize, Résume. tout résumé. C'est ça, c'est vraiment une démarche artistique d'un artiste, c'est-à-dire qu'il fait son œuvre et il livre son œuvre et son œuvre ensuite appartient aux spectateurs. Et les spectateurs en font ce qu'ils veulent, ils vont trouver ce qu'ils vont chercher. Tu peux regarder plusieurs fois la même œuvre en fonction de ton état, de l'état dans lequel tu vas y aller. Tu parlais de 15 ans entre deux visionnages de Eraserhead, mais ça peut être une semaine. D'une semaine à l'autre, tu as envie de te prendre la tête à analyser, à réfléchir ou à comparer ta vision à celle d'autres, tu peux le faire. Si tu veux juste te laisser porter par l'ambiance, tu peux le faire également. Et c'est ça pour moi l'essence de David Lynch. C'est vraiment une vision d'artiste. On le connaît pour ses films, mais c'est une œuvre globale. C'est pas par hasard qu'il fait vraiment le sound design sur tous ses films. C'est que c'est quelque chose qui amène vraiment une patine, qui amène un grain à ses œuvres. Et on le ressent pas forcément directement quand on les regarde, mais ça participe à notre assimilation de l'œuvre de Lynch. Donc c'est ça, c'est l'émotion, c'est se laisser porter par les émotions. Puis comme tu disais, c'est le respect qu'il a pour les gens qui travaillent avec lui, la fidélité qu'il a pour les gens qui travaillent avec lui, pour ses acteurs, pour ses actrices. Ouais, si vous avez l'occasion de regarder les making-of dans le coffret Blu-ray de The Return, la saison 3, vous verrez tout ce qu'on décrit. C'est incroyable la relation qu'a David Lynch avec son casting, quoi. C'est ça, il y a même Richard Beymer, donc Ben Horn, qui vient sur le plateau avec sa petite caméra et puis qui fait des petits making-of. Et ces making-of-là sont extraordinaires parce que il est discret, il est dans son coin, il capte des trucs qui n'auraient pas forcément été captés avec un making-of officiel. Et t'en parlais, les coïncidences en fait de la saison 3 qui a été tournée juste à temps pour que certains acteurs, certaines actrices apparaissent. Il y a 18 épisodes et dans plus de la moitié, à la fin, on voit En mémoire 2. Il y a toujours quasiment, oui, C'est ça. mémoire 2. Et il y a même, on a même en mémoire, il y a une personne qui est en mémoire 2 fois. Son nom et son personnage à 2 épisodes différents. Et ça, c'est vraiment extraordinaire quand on creuse un petit peu, quand on connaît l'histoire, quand on connaît le contexte. Et ça, c'est vraiment une recherche à faire par soi-même. On peut la faire, on peut pas la faire, on peut s'en foutre. Mais ce qui est avec Catherine Coulson, donc qui est la femme à la bûche, les circonstances dans lesquelles ont été tournées ces scènes, le respect et le tact avec lequel il les a tournés, avec lesquels il les a amenés à l'écran ensuite, ça résume les personnages. Et ça se ressent à sa mort. Il n'y a pas eu une voix discordante. Tout le monde était unanime, tous ces acteurs, toutes ces actrices, sa fille, sa famille. C'était vraiment quelqu'un d'unique, David Lynch, pour ce qu'il donnait. C'était vraiment quelqu'un qui donnait. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient énormément dans les interviews de tous les acteurs et actrices qui l'ont côtoyé. Et d'ailleurs, pas que, même d'ailleurs tout simplement des techniciens, des gens avec qui il a travaillé sur les effets spéciaux, sur le sound design, etc. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui visiblement prenait le temps d'écouter les gens et trouvait les mots pour leur exprimer ce qu'ils avaient besoin d'entendre pour jouer telle ou telle scène, quoi. Et c'est incroyable de voir... je ne sais pas quand il est mort, effectivement, les réactions, mais même avant, quand on voit, je sais pas, Naomi Watts interviewée à côté de David Lynch, ou n'importe quelle actrice, n'importe quel acteur, à quel point ils sont proches, à quel point il y a un vrai lien entre eux, quoi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je ne sais plus pour quel film, mais je crois que c'était pour Inland Empire, David Lynch avec une vache qui se mettait pour faire il était assis dans une rue avec une vache et puis avec un panneau pour considération Laura Dern pour l'Oscar. C'était vraiment... il y a vraiment quelque chose entre eux, quoi. C'est assez fort. Et alors justement, donc David, est-ce que tu peux nous raconter ce que ça fait de déambuler dans Twin Peaks et surtout d'être sur le tournage, donc, parce que toi, tu étais déjà fan de la série. Et du coup, tu te retrouves sur le tournage d'un épisode. Comment ça se passe ? C'est une longue histoire qui est un petit peu à tiroir et qui est un peu les hasards de la vie.
C'est-à-dire que dans mon adolescence, au moment où j'ai découvert Twin Peaks, au moment où j'ai découvert Firewalk With Me, j'avais mis la main sur un des magazines Wrapped in Plastic, en version originale, et il parlait du Twin Peaks Festival. Et je me suis dit, en lisant ça, des gens qui se réunissent chaque année sur les lieux du tournage pour célébrer Twin Peaks pendant 3 jours, qui ont des activités, qui ont des concours de costumes, des concours de tarte aux cerises. On fait ça l'année prochaine ou pas? Des tables rondes avec des membres du cast. Je me suis dit, mais un jour, j'irai là-bas. Et c'est quelque chose que j'ai perdu un peu. En prenant mon indépendance, j'ai un petit peu oublié tout ça. Et j'ai commencé ma vie active et je me suis retrouvé à m'en aller au Canada, à m'en aller à Vancouver pour vivre là-bas. Et j'avais complètement oublié tout ça. Et c'est la première année où je suis arrivé, on n'était qu'à 2 heures de route de Seattle, 2h30 de Seattle. Et on avait fait un week-end, avec ma femme, on avait planifié un week-end à Seattle. Et à l'hôtel où on restait, dans le lobby, il y avait des brochures, tu sais, de qu'est-ce qu'il y a à faire aux alentours de Seattle. Et là, j'ai bloqué devant une brochure qui montrait les chutes de Snoqualmie, donc les fameuses chutes de l'hôtel du Grand Nord. Et là, d'un coup, tout est revenu. Et j'ai dit à ma femme, prends tes affaires, on va là. Elle n'a pas trop bien compris. Je lui ai un petit peu gâché son week-end. On avait prévu Seattle. On s'est retrouvés pendant 3 jours. Elle y a gagné quand même. Elle n'est jamais revenue. Hein. Elle m'a dit. J'y suis retourné une bonne vingtaine de fois ensuite. Et à chaque fois, c'était vas-y, fais ta vie. Elle ne comprenait pas le délire, mais c'est pas grave. Donc, c'est ça. Tout m'est revenu en pleine face. J'ai eu la chance de participer également au festival moi-même. J'ai fait 2 éditions officiellement. C'était en quelle année? 2014 et 2015. D'accord. Donc 2014, c'était vraiment très particulier. Ah oui, l'annonce. C'était 3 mois avant l'annonce. C'était en ouais. juillet 2015. Et il y avait des rumeurs, il y avait des bruits, parce que on approchait des fameux 25 ans, c'était sur les lèvres de tout le monde, mais personne ne savait rien. Il y a Lynch et Frost qui savaient quelque chose. Et pendant ce festival-là, chaque festival, il y a une nuit qui est dédiée à un film de David Lynch. On projette au North Bend Theater, donc c'est quand vous êtes à Snoqualmie, donc là où était tourné Twin Peaks, là où il y a le diner, le WR, vous tournez à 180 degrés et derrière, il y a le cinéma qui est là. Tous les lieux sont tellement ramassés là-bas que ça participe également à l'atmosphère. Et cette année-là, 2014, ils nous ont projeté Firewalk With Me. Et on a appris que David Lynch avait fait livrer sa copie personnelle du film pour la projection. Et il nous avait fait je dis nous, hein, mais pour le festival, il avait fait un court-métrage d'une dizaine de minutes spécialement pour le festival. Un petit peu comme ses premiers courts-métrages, The Alphabet, Grand Mother, qui étaient un petit peu comme des peintures animées avec du son, avec tout ça. Il y avait eu 7-8 minutes de ce court-métrage, et à la fin, il avait pris la parole, il était donc face caméra, et puis il nous parlait, il disait merci d'être avec nous pour ce festival, blablabla, blablabla. Et la caméra, elle dézoome, et on s'est rendu compte qu'en fait, ce message, il l'avait enregistré dans le cinéma même. Il était venu quelques semaines plus tôt pour enregistrer ce message, et rétrospectivement, il n'y avait pas de hasard parce que c'était ça devait coïncider, il devait faire des repérages. Il était déjà etc., en train d'écrire avec Mark Frost à cette époque-là. Mais c'est quelque chose qui nous avait beaucoup marqué. Et en sortant de la salle, on s'est tous dit, ça va se faire. Il y a trop d'indices, il y a trop de... Et 3 mois plus tard, il y avait ce fameux tweet simultané avec Mark Frost. Ouais. Avec le chewing-gum qu'on aime bien, le parfum du chewing-gum qu'on aimait bien va revenir à la mode. C'était vraiment une super façon d'annoncer il suffit de dire « It's happening again ». Ouais. Mais bon. Et c'était un vendredi. Et j'étais en direction, justement, je retournais à Twin Peaks, hein, mais c'est les fameuses Three Cities, parce que je faisais un petit peu des visites guidées régulièrement pour des francophones qui étaient soit sur Seattle, soit sur Vancouver. Et je me souviens que on avait pris la route de bon matin et puis on s'était arrêté pour déjeuner à la Roadhouse, qui est en fait pas du tout comme on voit dans le film ou dans la série. C'est une auberge avec un hôtel, mais qui sert de la très bonne nourriture. Et on s'installe, et en regardant le téléphone, on voit ce tweet
Et on a découvert à Twin Peaks que Twin Peaks était de retour. Ça, c'était totalement incroyable et c'était un petit peu la bonne étoile. Franchement, c'est beau. Hein. Merci pour cette anecdote. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Ouais, donc, est-ce que tu as croisé David Lynch? Tu as fait quoi? Tu as été sur le tournage de quel épisode? Alors, au moment du Return, on était un petit peu une bande du festival. Le festival était un petit peu parti en sucette. Ses organisateurs ont été impliqués dans des petits scandales qui n'étaient pas bons. Mais on continuait à se faire notre petit festival à une quinzaine, une vingtaine. Et puis on s'est retrouvés. Il y en a qui avaient des contacts avec Sabrina Carpenter, donc, qui est la productrice de David Lynch. Et qui avait... C'est pas la même. Non, c'est pas la même. Ouais, c'est bien. Attends, j'ai dit une connerie. Sabrina... C'est juste qu'il y a une autre Sabrina Carpenter. Oui, ok. C'est pas Sutherland qu'elle s'appelle plutôt? Non. Je sais plus. Merde. Ouais, s'il y a quelqu'un qui a la réponse... C'est pas grave, on a l'air de con comme ça. Mais c'est pas grave. On va dans notre headcanon sera Sabrina Carpenter dans tous les cas. Celle de Espresso, t'inquiète, elle aime bien le café, elle aussi, ça me plaît. Et donc, on a vu ce type, entre guillemets, qui n'en était pas un, mais que fin septembre, début octobre 2015... ça tournait à Snoqualmie. Donc on y avait été 3 jours de nuit et on s'était retrouvés. Moi, j'ai pas fait le pied de grue pendant tout le temps parce qu'il y a des scènes qui étaient en intérieur. C'était plutôt en 2016 ou 2016. Ouais, plutôt parce qu'en 2015 il y avait eu un arrêt parce que justement il y avait un problème de budget et que David Lynch il avait dit je le fais pas. Et voilà, ça avait pris presque un an de retard. Et c'est Sabrina Sutherland, évidemment. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. C'est que tu avais envie, c'est pas grave. Et donc, moi, les scènes auxquelles j'ai assisté, c'était les scènes qui avaient lieu au WR. Donc, ils avaient tourné 2 scènes ce jour-là. Ils ont tourné la scène entre Bobby, Shelley et leur fille. Pardon? Ah oui, c'est vrai. Ça spoil, tant pis. C'est un petit spoil. Comme vous en doutez, elle est très belle. Désolé, pardon. On coupe. Comme l'a dit Manu, de toute façon, c'est pas grave d'être spoilé parce qu'il faut le vivre. C'est pas un gros spoil, ça. Et puis, une deuxième scène qui arrive bien plus tard dans la série, qui se passe également au WR de nuit, qui, alors, on va éviter de spoiler, où ça klaxonne beaucoup, on va dire. Et ça, c'était totalement incroyable parce que... il y avait David Lynch avec son porte-voix, là, son fameux porte-voix, et qui disait « Mort klaxon !» parce que l'actrice osait pas. Et il lui disait « Mais vas-y, ne t'arrête jamais, klaxonne plus. » Et au bout d'un moment, il a repris, il a dit « Mais seulement quand je dis action », parce qu'elle était déjà en train de... Donc pendant 2 heures, on a été bombardés de klaxons. C'est un bruit qui me reste encore en tête. Et puis oui, on avait eu l'occasion d'échanger un petit peu avec Sabrina, avec Peter Denning, qui était le chef opérateur, qui était là également. David Lynch était venu dire bonjour, évidemment. Kyle était là également. Il tournait le lendemain, mais il était venu sur le set juste pour voir un petit peu les gens. Non, pour l'équipe, et puis parce qu'il était là. Et puis il était venu dire bonjour également. Mais c'est des petits flashs, des instants qui restent comme ça, mais j'ai du mal à en dégager vraiment quelque chose, à avoir des souvenirs précis. C'est plus, c'est comme l'œuvre de Lynch, c'est des ressentis, c'est des choses qui reviennent régulièrement. C'est ce bruit de klaxon, c'est ce porte-voix, ce mégaphone, again. Et c'est Lynch qui vient et qui dit si vous voulez plus de café, vous demandez. Il nous montre un assistant de production. Donc c'était ça. C'était 3 jours qui étaient un petit peu hors du temps parce que même si on n'allait pas voir tous les tournages, il y en a qui étaient en intérieur, etc. On s'est retrouvés entre nous à Twin Peaks au moment où Twin Peaks était en train de se filmer. C'est quelque chose qui restera toujours. C'est vraiment beau. C'est vrai que moi, il y a quelques séries comme ça, j'aimerais bien me retrouver sur le tournage si jamais il y avait une suite. Bon, bien sûr, Twin Peaks, c'est pas possible. Peut-être il y en a d'autres. Ça dépend des lieux de tournage, tu vois. Genre le wagon, pas oui, trop... non, ça, non, clairement pas. Quelqu'un à l'heure? 22h27. Et en fait, ouais, on est en train, il va falloir qu'on conclue. Je m'en doutais un peu, j'ai regardé ton conducteur tout à l'heure, je me suis dit, ça tiendra jamais. Oui, donc ouais, on va jeter, il y a certaines fiches, ça servira pour un autre podcast.
C'était ambitieux, c'était ambitieux. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors du coup, pour conclure, qu'est-ce que vous préférez de la filmographie de David Lynch et qu'est-ce que vous aimez le moins? Est-ce que tu veux continuer? Il n'y a pas de surprise. Moi, c'est avant tout Twin Peaks, bien évidemment. Je dirais que si je devais exclure quelque chose, ça serait Dune pour tout un tas de raisons. C'est un peu le Joker facile en fait. Oui, Parce que lui-même l'a donc, un petit peu renié, mais au-delà de ça, même c'est quelque chose qui c'est pas du David Lynch, c'est ça. Il y a du David Lynch il y en a que dedans, j'aime quand même. moins. J'accroche moins, c'est Sailor et Lula par exemple. J'accroche moins Inland Empire, mais ça reste quand même j'y trouve quand même beaucoup de qualités, beaucoup de choses. C'est juste moi sur mon ressenti, ça me parle moins. Mais c'est sûr que ce soit Twin Peaks, Eraserhead, Lost Highway, Mulholland Drive, ça, c'est des choses qui me touchent. D'accord. Très bien, je comprends. Et toi, Manu? Ouais, c'est un peu pareil. Hein. Le meilleur reste Twin Peaks pour moi. Et j'ai vraiment... je pense que c'est Firewalk With Me et la saison 3 qui sont au-dessus dans l'ensemble. Mais beaucoup d'émotions dans les 2 premières saisons. Et c'est Sailor et Lula aussi, en fait, à part Dune, que je sortirais... dans ce qui me parle le moins, parce que c'est un peu trop classique en fait. Trop conventionnel. Mais pas une histoire vraie dans le conventionnel. Parce qu'une histoire vraie, c'est des émotions. C'est une histoire Puis il y a incroyable. le tracteur, quoi. Enfin, la tondeuse. Ouais, Mais je pense que ça reste Sailor et Lula, parce que même... même s'il y a de la magie, hein, je sais pas, je trouve que ces autres acteurs se prêtent plus au truc que Nicolas Cage en fait. D'accord. Il me sort un petit peu de la ligne Fury. L'expression de sa singularité. Ok, et toi, Vesper? Pour le coup, j'aime tellement le magicien d'Oz que j'aime beaucoup Sailor et Lula. Évidemment. Pour défendre quand même Laura Palmer en Galinda, la bonne sorcière. Et puis bon, Palme d'Or à Cannes. Oui, bon, après, c'est pas ça qui a fait la différence de mon côté. Effectivement, ça va être plus dans mon trio de tête, peut-être. J'ai envie de dire Twin Peaks. Peut-être Twin Peaks, Elephant Man, A Straight Story. Après, voilà, j'aime bien, il faut être bon avec les autres. Ouais, c'est vrai. Voilà, mais c'est des choses... Bon, de toute façon, à partir du moment où je pleure dès la première minute, ça me touche plus facilement. Et j'ai plus de mal, alors je dois l'avouer, effectivement, avec Inland Empire. T'es pas la seule. Oui, mais en fait, je pensais être prête, parce que mine de rien, Twin Peaks, pour le coup, a été un bon entraînement pour voir les films plus expérimentaux, dirons-nous, de sa filmographie, mais ça n'a pas suffi pour Inland Empire. J'ai commencé un peu à dévier un peu avant, et c'est vrai que Inland Empire, c'était peut-être trop. D'accord. Voilà. Bon, moi, en ce qui me concerne, oui, sans surprise, Twin Peaks, hein, avec égalité avec Mulholland Drive, que j'ai vraiment adoré. En fait, j'aime tous ces films, vraiment tous ces films. Moi, après, j'aurais mis Blue Velvet aussi. Blue Velvet, tu l'aurais mis? Ouais, Blue Velvet, moi, j'adore. J'adore vraiment tous ces films. Il y a juste vraiment le truc qui est vraiment mauvais qu'il ait fait. Parce qu'il y a quand même un truc qui est mauvais, c'est On the Air. C'est vraiment mauvais. Ça, moi, je trouve... Pas vu, ouais, non. C'est très bien. Comme ça, personne ne sait que ça existe. Moi, je trouve que c'est pas plus mal. En tout cas, voilà. Et tu places où le truc Netflix avec le petit singe? Ah, c'était pas mal, ça. Ouais, c'était sympa. Ouais, avec Jack, le petit singe Jack. Comment il s'appelle le titre? C'est What Je Happened, l'ai plus, mais... Quelqu'un là dans le public? Ouais. Ouais, qu'est-ce qu'a fait Jack? Ouais, d'accord, ouais, c'est ça. Oui, moi j'adore. J'adore le petit singe qui parle là, avec sa petite voix mignonne de David Lynch. Franchement, c'est génial. Avec David Lynch qui fume des clopes, voilà, tout va bien. En tout cas, voilà, on va arrêter là. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. Donc, ça sera diffusé sur YouTube dans pas longtemps, grâce à Carlos, hein, qui nous filme aussi depuis tout à l'heure. Merci à lui également. On va Qui a ranger... découvert le film ce soir. Pardon? Qui a découvert le film ce soir, comme beaucoup de personnes, donc, et qui a il aimé. tremble même pas, hein, c'est incroyable. C'est le professionnel, exactement. Donc, on va se faire une petite pause de 5-10 minutes, le temps qu'on range un peu tout ce bazar. Et puis ensuite, on va enchaîner avec les 2 premiers épisodes de la saison 3, donc, qui ont été réalisés 25 ans après le film. Et donc, voilà, c'est une vraie suite, quelque part. Et j'espère que cette saison 3 vous donnera... Enfin, que ces épisodes-là vous donneront envie de voir la suite de la saison 3 sur arte.tv et découvrir donc l'entièreté de la série. Voilà, merci à tous. Merci. Merci.